pas joyeux, on sait très bien, notamment pour le Brésil. Donc face à ces résultats, au minimum qu'on peut dire, effrayants du premier tour, avec presque 50 millions de votes aux candidats qui représentent la haine à la démocratie, la haine aux minorités au Brésil, les minorités sociales, malgré le fait qu'elles sont majorité quantitativement, démographiquement parlant. La haine à tout discours qui soit un peu plus républicain ou ouvert aux différences. Donc face à ces résultats un peu accablants, l'association de Brésil donc, a décidé de mener certaines actions. D'un côté pour alerter et soutenir, alerter le public français sur ce qui se passe au Brésil, qui suit une marche qui dépasse le Brésil, cette tombée en quelque sorte des gouvernements et des États dans les mains des gouverneurs chaque fois plus antidémocratiques, chaque fois plus d'extrême droite. Là, on pense Italie, Turquie, États-Unis, Philippines. Donc, le Brésil, ce n'est pas les premiers cas de figure là-dessus, mais c'est un des dominos aussi qui commence à tomber et qui commence à faire peur. Parce que cette montée des extrêmes droites et cette montée même dans le discours fasciste, de plus en plus, ça nous touche beaucoup. Et ça nous doit toucher beaucoup, aussi bien en France qu'au Brésil, en Turquie, aux États-Unis. Donc, dans cette série d'événements qu'on essaye d'organiser, aujourd'hui, on va avoir une table ronde très qualifiée, je dirais, super. C'est génial qu'on a pu réunir ces 3 personnes dans cette table, 3 personnes qui sont aussi bien touchées comme nous par cette situation. Donc on remercie déjà Garrigos, responsable, Geneviève Garrigos, responsable du secteur Amérique d'Amnesty International, Rachel Knabel, qui va être la modératrice de ces débats, journaliste à Basta, et à Carol Proner, représentant ici l'association brésilienne des juristes pour la démocratie. Donc l'idée c'est qu'on discute un peu face à quel abîme on est en quelque sorte et quelles sont les possibilités de dépasser ces abîmes. Et je laisse la parole vite fait, mais avant de laisser la parole, juste pour vous rappeler que demain à 15h, à place de la bataille de Stalingrad, rien de plus symbolique que ça, à la place de la bataille de Stalingrad, on essaye de faire un énorme rassemblement contre le fascisme au Brésil. Dans cette idée aussi qu'être contre le fascisme au Brésil, c'est être contre le fascisme en France, c'est être contre le fascisme en Italie, en Turquie, aux Philippines, aux États-Unis, et ainsi de suite. Donc on vous invite toutes et tous d'être là, présents, pour avec nous crier dans plusieurs langues, no passaran, siamo tutti antifascistes, et les non, tout ensemble, pour dire non, ça suffit, on ne veut plus, on veut changer, on ne veut pas ça. Donc, bon, je vous laisse avec cette excellente table, et bonne soirée. Merci. Juste une petite question, qui ici est brésilien, juste pour savoir donc là, bien la moitié de la salle, donc avec, voilà, j'ai pas besoin de rappeler en long, en large et en travers la situation, mais juste en quelques mots, pour peut-être ceux ce soir qui n'ont pas ces éléments en tête, donc les élections présidentielles du 7 octobre, qui n'étaient pas uniquement des élections présidentielles, mais aussi pour le Congrès, le Sénat, les gouverneurs des États fédérés et les parlements des États fédérés. Le premier tour a abouti sur 46% pour Bolsonaro, je crois que tout le monde le sait, ce qui est bien au-delà de tout ce qui était attendu dans les sondages. 29% pour le candidat du Parti des Travailleurs Fernando Haddad, 12% pour Ciro Gomes, et là, moins de 5% pour le candidat de la droite classique qui est pourtant un candidat connu en politique, qui n'est pas un nouveau, et Marina Silva qui avait pourtant atteint autour de 20% les 2 élections présidentielles précédentes, est arrivé à 1%. Voilà, je voulais juste rappeler les résultats pour qu'on ait ça en tête pour commencer la discussion. Aussi pour peut-être les non-brésiliens ou les gens qui ont passé en tête que cette élection est arrivée 2 ans après la destitution de l'ancienne présidente Dilma Rousseff, qui a été entérinée définitivement en septembre 2016, et 6 mois après l'assassinat à Rio, en pleine rue, en mars dernier, de la conseillère municipale Marielle Franco. Donc une conseillère municipale du parti de gauche PSOL, une femme noire, lesbienne et issue des quartiers pauvres de Rio.
Voilà, je voulais pas en dire plus pour commencer, pour laisser la parole au plus vite à Carole, qui va nous parler en français. Donc désolé pour les Brésiliens, désolé pour les lusophones, mais après il y aura aussi une possibilité de poser des questions en portugais si vous voulez. On peut traduire, on peut passer d'une langue à l'autre. Voilà, c'est à toi. Merci Rachel. Je vais parler en français, mais il y a un risque ici, parce que mon français c'est pas très bon. Je vais faire l'intervention avec j'ai écrit la conversation, la conférence, et j'espère que tous sont qu'ils soient compréhensibles pour tous. Et bon, je remercie à l'autre Brésil, l'association au nom des juristes pour la démocratie au Brésil, pour cette opportunité, et à Erika Campelo, à Glaubert, que je connais depuis quelques mois, et toutes les personnes que je connais ici à Paris et qui aident à organiser la résistance démocratique du Brésil. Un compliment à Geneviève Garrigos, qui j'ai envie d'écouter, hein, et aussi je compliment à Rachel pour votre modération. Et je voudrais commencer avec la définition des 3 prémices de la conversation pour parler de ce sujet qui est très pénible. Et parlons des élections au Brésil, évidemment, pas de monde juridique, pas de loi, pas de droit. Tous nous devons commencer par poser les prémices qui sont, pour moi, 3 prémices dans ce moment de contexte politique et d'analyse politique d'ici jusqu'à les élections. La première prémisse, c'est une élection de position radicale. Pas entre les opposants de gauche et de droite, mais entre la démocratie et le fascisme. Les lignes directrices de Jair Bolsonaro sont incontestablement fascistes. Violence, torture, discrimination, construction de l'ennemi, pétisme, lulisme, gauchisme, droits de l'homme, humanisme. Et les phrases que le candidat a répétées tout au long de sa vie, publiées toute sa vie publique, ne laissent aucun doute sur la volonté de mettre en œuvre la violence institutionnelle qui risque d'être constitutionnalisée par les processus électoraux et servant d'exemple pour l'installation du chaos et de la barbarie. Ça, c'est indiscutable. Bolsonaro, aussi que le président philippin Rodrigo Duterte, sont-ils les 2 seuls au monde à avoir un discours fasciste classifié de manière classique. Culte de la violence, armes, culte du nationalisme paranoïque, génocide autochtone, indigène, génocide noir, hein, et méprise explicite des groupes vulnérables de la société, les juifs d'aujourd'hui, hein, avec les femmes, avec la population LGBT et des gauchismes en général. Ça, c'est la première prémisse qu'on ne peut pas douter, qui est la définition d'un candidat fasciste. La seconde prémisse, la neutralité dans cette élection signifie le soutien à Bolsonaro. L'effet du vote nul, qui pourrait être compris comme un vote de protestation contre 2 candidats, par exemple, aboutit au vote de conformité, acceptation du candidat les plus votés qui, selon les sondages, et jusqu'ici, est Jair Bolsonaro. La neutralité, c'est comme appuyer à Bolsonaro. Les 3 prémices, pour commencer. Malgré les sondages, rien n'est perdu. Nous avons le temps de récupérer les votes et sauver la démocratie. Il existe une réelle possibilité de inverser la différence de 6-8 points
en faveur du candidat arrivé au second tour, le candidat du Parti travailliste, Fernando Haddad. Nous sommes exactement à 9 jours des élections et la campagne diffamatoire et mensongère de Jair Bolsonaro est découverte, est révélée, est démasquée. Les 3 prémices. Ainsi, une réunion de ce type sert à la fois à rassurer les forces démocratiques et à les inviter à participer au vote au cours de la dernière semaine, afin que nous puissions nous tenir debout et affirmer nos valeurs, même face à la cadre imminent du fascisme politique autorisé par les votes. Nous révélons la tête et disons oui à la démocratie, même lorsque nous craignons des représailles. Cela nous permet également de faire une réflexion qui, bien que difficile, fournit des éléments pour penser aux alternatives. Ça, c'est le commence des points que je vais essayer de vous transmettre. Avant de connaître les méthodes pas du tout spontanées et très efficaces des fake news, et je vais ouvrir les parenthèses ici, Cambridge Analytica, Steve Bannon, tout ça, nous, démocrates, pensions que le processus électoral au Brésil serait la dernière fenêtre de la démocratie pour les choix fondamentaux entre 2 modèles de société. Avant de connaître les financements par les entreprises brésiliennes d'une campagne diffamatoire contre les PT et contre la DAD, accusés de pédophilie et d'être incestueux, entre autres accusations que les fake news ont produit, nous pensions toujours disposer du vote relativement libre et conscient et du choix entre 2 projets opposés de société, ou bien la réhabilitation démocratique, retour au développementalisme avec inclusion sociale, ou la régression encore plus forte du droit, montée à l'extrême droite, conservatrice et néolibérale. Mais on pensait qu'on avait cette fenêtre ouverte. Dans cette polarisation relativement libre, nous pensions qu'il sera un jeu la capacité de réaction au fascisme et à la régénération de la gauche contre la destruction des droits sociaux, de la politique de Temer, du président Temer, de deux dernières années, de destruction d'héritage des droits, légat des droits. Mais, surprise, quelque chose a changé de façon effrayante avec les résultats des premiers tours. La perception que ces élections se déroulent sans une lourde manipulation de la vérité et sous la pression de la menace militaire. La grande surprise est venue après les manifestations d'Eli Non, pas lui, non, c'est pas lui, et la force haute de Bolsonaro, les Goebbels du tropique. Des mensonges véhiculés avec la fausse représentation de femmes nues, photos avec des symboles profanes qu'ils ont dit qu'ils étaient dans cette manifestation de femmes. La manifestation qui était formidable, très forte, inoubliable, que le monde entier a vu, mais que la télévision brésilienne n'a pas montré, qui a censuré cette belle manifestation. En même temps, avec les outils de Cambridge Analytica, personne n'était préparé à cela. Il est sans précédent, violent et compromet les résultats démocratiques. C'est ainsi, c'est l'antidémocratie du candidat anti-système qui vise à créer le chaos afin qu'une nouvelle situation puisse émerger de l'effondrement institutionnel. Il faut comprendre que la création du chaos, des messages contradictoires transmis par la campagne de Bolsonaro n'est pas par hasard, mais ce sont des techniques
utilisation d'algorithmes de manipulation données militaires très efficaces. Par exemple, le général Mourão a dit qu'il est contre les troisième salaire, non. Troisième mois. Que é 13º salário. Il est contre. Mourão a dit ça. Il veut étendre les 30, non, les troisième mois. Puis, après quelques jours, des crises dans les partis de Bolsonaro, après beaucoup d'espace dans les médias aussi, parce qu'ils ont créé les faits, hein, les faits de discussion publique et tout ça. Et après ça, Bolsonaro réapparaît pour défendre le même 13º salário, le troisième mois. Il contredit son propre vice-président, qui est d'un rang militaire supérieur. Hiérarchie. Son supérieur hiérarchique. Message final. Bolsonaro défend les travailleurs. Prend soin de son 13º salário. Troisième mois. Même contre le général. Bolsonaro sauve. Il s'agit d'un exemple très efficace d'un faux positif, utilisé intentionnellement dans les campagnes. Autre exemple, Bolsonaro est violent, mais il a été la victime de la plus grande violence. Il a presque perdu sa vie. L'attaque qu'il a souffert l'a aidé à créer l'image des victimes de la violence. Le contraire de ce qu'il défend, le contraire de ce qu'il est par essence. Il faut également comprendre un aspect psychologique de cette guerre électorale antidémocratique. Chaque personne possédant un téléphone portable, WhatsApp, aide à diffuser des informations et à participer à la campagne dans son ensemble. Ce sentiment psychologique de réussir individuellement d'élire un président est présent dans ce type de campagne et doit être compris comme un effet de dépolitisation de la société. Les gens qui sont en marge, qui sont en périphérie du système, qui ne sont jamais invités à participer des décisions importantes, des décisions politiques importantes, se sentent capables de définir les élections. Ça, c'est une situation qu'on vit, qu'on peut vérifier dans ce cas au Brésil. C'est naturellement un effet direct de la dépolitisation par les systèmes capitalistes, tout ça, on sait. Mais l'extrême droite sait utiliser ce sentiment pour atteindre ses objectifs. Impossible ici de ne pas penser à ce qui a contribué à cet état de choses terribles. La transition à la démocratie brésilienne bâclée, mal conduite, mal achevée, les séjours autoritaires, les permanences, l'héritage autoritaire, du régime autoritaire qui ont continué, la continuation de l'héritage de la dictature militaire. L'absence de révision de la loi d'amnistie, par exemple, limitant à l'actuation de la Commission nationale de la vérité, l'idée de non-répétition semble avoir échoué et dans peu de temps historique. La police, par exemple, les policiers ont continué d'être la police militaire. Les tortionnaires ont continué dans la police. Les forces armées sont demeurées intactes. Aucun tortionnaire n'a été arrêté. Nous n'avons pas forcé les auteurs fascistes de la société à se blâmer pour les soutiens qu'ils ont fournis à la dictature. Nous avons préservé les groupes politiques liés à la dictature. Des conséquences de cela, les pires possibles, de cette terre des forces armées mélangées avec fondamentalisme évangélique. Un gouvernement
militaire, technocratique, a mis en place un programme ultralibéral, paupérisation extrême, conflits sociaux accrus, précarité et vulnérabilité absolue, méprise des secteurs les plus vulnérables de la société, voilà les pires qui puissent nous arriver. Les décrets nouvellement approuvés, les décrets 9527, 9527, qui étaient approuvés avant-hier. Avant-hier. Et une autre nouvelle effrayante. Il semble les outils de la dictature. C'est comme les AI1, Acte institutionnel numéro 1. La première étape de la restructuration du service national d'intelligence aux dictatures, ancienne dictature militaire au Brésil, le DOPS, DOI-CODE, tout ça. De la loi sur la sécurité nationale, les patrouilles d'arrestation, par exemple. Ou presque beaucoup comme les US Patriotic Act. Du point de vue économique, comme les dénonçaient les économistes démocratiques aussi, ce sera aussi une catastrophe avec les paradigmes de l'échangement distributiviste d'État. Un plan d'ajustement hyper néolibre, la destruction ultime des droits des travailleurs, les retraites, le salaire, troisième, les retraites, le mois, tout ça, les vacances aussi, tout ça. Les gens n'auront pas l'argent à dépenser. Nous aurons un marché intérieur effondré dans une situation où le marché extérieur s'effondrera également. Nous aurons peu d'argent car Bolsonaro il va vendre tout l'État. L'État n'aura plus la capacité d'induire l'ascension sociale. Bref, nous aurons un État brutalement appauvri. Si ces entrepreneurs avaient un minimum d'intelligence et de sentiments nationaux, ils ne seront pas suicides à ces niveaux. Qu'il nous reste à faire, et je termine avec ça. Super. On fronte large comme ça, comme ce groupe, et démocratique est le seul moyen de gagner les élections. Nous avons aujourd'hui l'enquête, par exemple, de Vox Populi, j'aime bien cette enquête de Vox Populi parce qu'elle est bien pour nous, qui indique une différence de 6 points. J'aime bien ça. Je vais rester avec cette enquête-là. Vox Populi coûte, Central Única dos Trabalhadores. Il est impératif que chacun se dresse face à la barbarie qui, comme je l'ai déjà dit, ne tolère pas la neutralité, je dirais aussi, ni les vacances à Paris, comme notre cher ami que vous avez rencontré dans le métro. Qui est à Paris. Alors, semble-t-il, Erika l'a rencontré ce soir. Même si Haddad perdra les élections, elle a invité Je l'ai invité à venir. À part cette période. Même si Haddad perd les élections, il nous faut être prêts à résister dans l'avenir, agir et organiser la résistance internationale sera, Erika, également essentiel. Il reste encore beaucoup de problèmes à résoudre pour nous. Les coups d'État, il y a quelqu'un qui va faire, Valdir, qui va faire les thèses de doctorat sur l'impeachment de Dilma, les coups d'État de 2016 contre le Dilma, les récits de la violence politique contre les gauches. Il y a beaucoup de problèmes. La judiciarisation, la politisation de la politique, qui est un problème des juristes. L'emprisonnement politique de Lula qui, en fonction du résultat des élections, peut être lamentablement éternel, perpétuel. Toutes les urgences de la gauche sont maintenant
suspendus afin que la démocratie puisse être restaurée. Sinon, les forces démocratiques du monde, et pas seulement les Brésil, feront un long cauchemar. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à Geneviève Garrigou, je voulais juste rebondir sur quelque chose que tu as évoqué, Carole, par rapport aux fake news et à la campagne qui s'est menée en grande partie aussi sur WhatsApp, cette campagne brésilienne, qui est quelque chose, un phénomène assez exceptionnel, je pense, dans le monde et qui est à regarder de près. Je ne sais pas si tout le monde a vu cette info qui est sortie hier, ici ce soir. La Folha de São Paulo, qui est pourtant pas un journal qu'on peut soupçonner d'être pro-PT, enfin voilà, a révélé que des messages sur WhatsApp avaient été massivement payés par des entrepreneurs soutiens de Bolsonaro, qui ont payé des entreprises pour envoyer massivement des messages anti-PT sur WhatsApp et donc faire une campagne électorale illégalement par ce biais. Donc c'était quelque chose auquel tu faisais référence, et comme c'est quelque chose qui est sorti hier dans les journaux, tout le monde ne l'avait pas forcément en tête. Voilà. Je vais laisser la parole à Geneviève Garrigou, donc responsable à Amnesty de la région Amérique latine, qui va nous parler de la question des droits humains, de ce qu'on peut attendre par rapport à ce qui peut se passer après le deuxième tour en la matière, mais aussi de ce qui a déjà, des évolutions qui ont déjà eu lieu ces 2 dernières années, notamment avec tout un tas de projets de loi qui sont déjà en cours d'adoption au Parlement brésilien et dont on ne parle pas forcément tous les jours en France. Voilà. Oui. Merci beaucoup Rachel, et merci beaucoup à Erika et à Autre Brésil. On se connaît depuis longtemps, et déjà à l'époque on parlait il y a une dizaine d'années des violences policières et de tout ce que cela peut entraîner pour la société brésilienne. Alors après, Carole, heureusement qu'en introduction tu as dit que c'était ton 3e point, que malgré les sondages on pouvait encore gagner, mais tu as quand même fini en disant que bon, si ce n'était pas le cas, il faudrait qu'on se batte, et je suis bien d'accord avec toi. J'espère quand même que le résultat ne permettra pas que justement nos pires craintes puissent se réaliser. Car effectivement, quand on regarde ce qui s'est passé notamment ces 2 dernières années, on a de quoi être particulièrement inquiet par rapport à l'évolution au Brésil. Juste pour référence, il y a quelques mois, en fait c'était en 2017, le Brésil était devant le Conseil des droits de l'homme pour l'examen périodique universel, c'est tous les 3 ans. Et pour vous donner un ordre de grandeur, c'était quand même assez important. Il a reçu plus de 246 recommandations, et ces recommandations étaient particulièrement autour des droits des peuples autochtones. Et c'est un sujet sur lequel on reviendra. Et en plus, tous ces sujets s'intègrent pas, sont intégrés dans les discours que tient aujourd'hui le candidat Bolsonaro. On va tous plus ou moins les retrouver. Ensuite, bien sûr, il y a les homicides, le taux d'homicide au Brésil qui est extrêmement élevé. Et il faut rappeler quand même que par rapport, que ce soit en termes d'homicides ou de personnes qui sont détenues en prison, il y a plus de 700 000 personnes aujourd'hui au Brésil. Vous donnez un chiffre, c'est plus de 55% des personnes qui sont aujourd'hui en prison ont entre 18 et 29 ans. Un des projets de loi d'ailleurs est d'abaisser la majorité pénale en dessous justement de 18 ans, ce qui ferait encore augmenter ces taux. Et plus de 64%, ce sont des personnes d'ascendance africaine. Donc on voit bien qu'il y a quand même une discrimination importante. L'autre aspect, c'est la torture, l'utilisation de la torture. Et là, justement, quand on parle de l'héritage, il est clair que depuis la dictature, on a un héritage qui est lié à l'impunité des violences qui ont été commises par la dictature et qui se sont perpétrées. Et là encore, on le voit plus particulièrement dans tout ce qui est centre de détention. Et nous, l'année dernière, quand nous avons lancé en début d'année, quand nous avons sorti notre rapport sur le Brésil pour 2017, nous avions particulièrement alerté sur la situation, notamment dans l'état de Caïra, où les mineurs sont...
Seara. Oui, pardon. Oui, c'est mon espagnol. Je suis désolée. Voilà. Seara. Et donc les mineurs dans cet état sont victimes de torture hein, dans les centres justement pour mineurs. Et là aussi, l'impunité, comment elle se prolonge aujourd'hui, sur 200 allégations pleines de torture l'année dernière, il y en a 2 qui ont abouti à des enquêtes. C'est pour dire comment justement ces systèmes sont institutionnalisés. L'autre aspect, bien sûr, c'est la protection des défenseurs des droits humains, et qui avait été souligné dans ces recommandations. Et ça nous ramène au cas de Marielle Franco, parce que bon, on en a parlé tout à fait au début. Ça va faire 6 mois, ça fait un peu plus de 6 mois qu'elle a été assassinée. C'était, je ne sais pas si tout le monde connaît le cas de Marielle Franco, avant même d'être conseillère municipale, c'était une défenseuse des droits humains extrêmement engagée justement pour les droits des femmes, les droits des personnes LGBT, mais aussi pour tous ces jeunes qui sont victimes de la violence policière, pour toutes ces personnes qui vivent justement dans des quartiers défavorisés. Pouvez-vous rester devant le micro parce qu'on vous entend Ah pardon, oui, j'ai le tort de bouger. Je sais, voilà. Bon. Alors je vais me planter. En fait, je regarde à chaque fois vers Rachel. Donc je vais rester devant le micro. Donc du coup, oui, je parlais de Marielle. Et donc, Marielle Franco qui était très très investie et vraiment avait une aura, une notoriété extrêmement grave. Son assassinat a été particulièrement violent. Rien que sur la voiture, on a trouvé plus de 13 impacts de balles. Son chauffeur qui était avec elle a reçu lui aussi, je ne sais plus si c'était 2 ou 3 balles, mais il est mort de ses blessures. Et si alors d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas, l'enquête avance très peu, on a quand même quelques certitudes. Ce qui est étonnant, pour commencer, c'est que les caméras de la zone où elle a été assassinée étaient en panne, elles n'étaient pas connectées. Le deuxième point, c'est que les personnes qui visiblement, compte tenu du processus, il y avait 2 voitures avec des personnes parfaitement entraînées. Les munitions venaient d'un lot qui avait été volé justement à la police. La mitraillette qui a été utilisée également, elle avait été détournée. Et tout ce que l'on constate, et la certitude, c'est que c'était un attentat qui avait été parfaitement organisé, parfaitement perpétré par des personnes parfaitement entraînées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la demande d'enquête et la demande de vérité sur le cas de Marielle Franco est particulièrement importante. Alors, derrière, et c'est là aussi par rapport, quand je disais la question des 2 dernières années, l'année dernière notamment, on a, nous enregistré, on a identifié 200 projets de loi. 200 projets de loi, c'est énorme, hein, qui reviennent pour la plupart de façon assez violente sur des questions de droit, mais de droits fondamentaux. Et ça va aussi bien concernant les femmes, pour revenir à une interdiction totale de l'avortement, hein, comme on peut l'avoir au Salvador, ou on l'avait au Chili, mais en République dominicaine et d'autres États d'Amérique latine, et toutes les questions aussi relatives au genre. Et là, on voit effectivement la pression des églises, et notamment de l'église évangéliste qui est derrière, comme on le voit dans d'autres pays d'Amérique latine. Il y a également la question des armes. Ça fait des années qu'Amnesty International se bat pour que la vente d'armes soit interdite justement au Brésil. Et là, c'est un projet de loi qui permettrait de faciliter, si on peut dire encore plus, voire même y compris faciliter le port d'armes, ce qui ne ferait qu'augmenter la violence parce que de toute façon, il y aurait plus d'armes qui seraient disponibles. Il y a, j'ai parlé de la majorité pénale qui serait abaissée, hein, ce serait plus 18 ans mais qui serait abaissée. Il y a, et Rachel en a parlé aussi, des limitations, de limiter les différents droits concernant le travail. Et un autre aspect, c'est la question de la démarcation des terres et pour les peuples autochtones. Et là, c'est un sujet qui est extrêmement sensible. D'ailleurs, Bolsonaro a dit qu'il ne leur laisserait pas, si ma mémoire est bonne et si mes traductions sont bonnes, il ne leur laisserait pas 1 centimètre de territoire. Or, il faut savoir que c'est déjà une situation extrêmement difficile
puisque l'année dernière, on a pu voir, notamment, il y a eu une commission d'enquête parlementaire suite, on le sait régulièrement, il y a les peuples autochtones sont mis en danger, il y a des attaques, il y a eu notamment il y a eu l'année dernière une attaque où il y a eu 10 personnes qui ont été assassinées, et donc suite à cela, ça concernait notamment la FUNAI, cette enquête, et le rapport de cette commission d'enquête en fait met toute la faute justement à savoir les peuples autochtones eux-mêmes, sur les institutions comme la FUNAI, les organisations de défense des droits humains. La FUNAI, tu peux rappeler? Ah, oui, la FUNAI, c'est une autorité, je pense, c'est l'équivalent d'une autorité indépendante qui justement travaille sur les questions indiennes, protège les droits indiens et notamment est en charge de processus de démarcation et de reconnaissance des terres pour les peuples autochtones, un processus qui est en cours depuis plusieurs années. Et donc on voit bien qu'il y a une inversion, c'est-à-dire qu'il y a une criminalisation justement des peuples autochtones qui est en marche. L'autre aspect, et après je m'arrêterai là parce que je pense que c'est intéressant d'échanger, c'est la question des personnes LGBTI. Et l'année dernière, on a recensé en fait entre le mois de janvier et le mois de septembre plus de 270, pratiquement 280 personnes qui ont été assassinées, que ce soit des personnes, des gays, des personnes transsexuelles, etc. Et on voit qu'il y a une violence qui est en très grande augmentation par rapport justement aux personnes en fonction de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Et là aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le discours de Bolsonaro, et on a vu d'ailleurs que depuis le premier tour des élections, il y a eu des agressions extrêmement violentes justement vis-à-vis des personnes LGBT. Et donc, quand on met tous ces sujets, on reviendra peut-être après aussi sur la question justement des homicides perpétrés par les policiers qui sont très élevés, mais et là aussi cet appel justement à lutter contre les trafiquants, contre justement les jeunes des favelas, etc., en leur tirant dessus, qui a été, là aussi ce sont des propos de M. Bolsonaro, mais on peut dire que la police déjà est déjà assez présente sur ce sujet, mais quoi qu'il en soit, on comprend bien quand on voit cette situation, le lien avec d'une part le discours de Bolsonaro et comment déjà en 2017 on voyait émerger à travers ces projets de loi ce qui s'est passé. On comprend bien aussi comment Marielle Franco est devenue emblématique à la fois de par ses combats, la façon dont elle a été assassinée et ce qu'elle représente. Et je finirai juste par ce chiffre. L'année dernière, il y a eu 62 défenseurs des droits humains au Brésil qui ont été assassinés. Et d'où cette recommandation aussi au niveau de l'examen périodique universel de leur apporter une protection. Mais comme dans de nombreux pays, comment confier sa protection à ceux-là même que parfois on suspecte de vous assassiner. Merci beaucoup. On va tout de suite ouvrir le débat à la salle, puisque c'est aussi l'idée de cette soirée. Juste, tu parlais de la question de démarcation des terres indigènes, qui est évidemment un enjeu aussi. Ça ouvre évidemment aussi sur la question de l'avenir de l'Amazonie et de la forêt amazonienne, qui est évidemment aussi un enjeu qui ne concerne pas seulement le Brésil, mais un enjeu global, environnemental global. On a un micro qui peut circuler, donc c'est à vous. Il y a déjà quelqu'un là. Oui, bonsoir, je vous félicite pour ce que vous faites. Et ma question, c'est la fiabilité du vote électronique. Parce que je sais que les Pays-Bas ont utilisé ce système et l'ont abandonné justement parce que ça a pas manque de fiabilité. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où on a essayé ce type de vote et ça a été abandonné parce que c'était impossible à contrôler. Alors je veux savoir comment, est-ce qu'il y a des contrôles qui sont faits au Brésil et comment c'est fait. Et voilà, d'où apparemment il y a une certitude qu'il n'y a pas de problème avec je pose la question. On prend peut-être une série de 3 questions. Oui, bonsoir. Donc effectivement, on a
On a bien décrit, et je n'en rajouterai pas, je crois que tout a été dit sur le cauchemar que présente ce personnage pour tout ce qui est les droits de l'homme, les droits des minorités, le droit des populations autochtones, les droits sociaux, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais simplement rajouter une petite couche écologique, parce que M. Bolsonaro a annoncé qu'il de toute façon supprimerait le ministère de l'Environnement. Il a également annoncé qu'il se retirait des accords sur le climat de Paris et qu'il transformerait l'Amazonie en terre productive, c'est-à-dire soja transgénique, palme africaine et canne à sucre pour fabriquer des biocarburants. Voilà. Donc on a appris l'Amazonie, c'est-à-dire le principal poumon de la planète, sera détruit avec ce type, enfin, dans cette politique-là, s'il va jusqu'au bout de ce principe. Donc ça devient un désastre, non pas seulement pour le Brésil, mais un désastre pour la terre entière. Voilà. Bonsoir. Encore merci d'avoir organisé cette table ronde. J'ai donc une question à vous poser, c'est la suivante. Bien que nous craignions tous que Bolsonaro soit élu le 28 octobre prochain, moi j'aimerais savoir, est-ce qu'il faut craindre, malgré ce qu'a rappelé la représentante du Brésil, comment dirais-je, une purge aussi destructrice que celle qui a été vécue au Chili de 1973 à 1990 lorsque Pinochet renversait Allende par le biais de la CIA? On va peut-être commencer à répondre à cette série de questions qui sont assez différentes. Je ne voudrais pas être autoritaire sur la question de la parité, mais voilà, sans être autoritaire, j'aimerais suggérer, voilà, donc pour la deuxième série de questions, on va essayer d'être paritaire. Merci. Peut-être, Carole, sur la question du vote électronique, c'est quelque chose qui est débattu. Non, c'est une question facile à répondre parce que bon, la justice a dit que tout va bien et les gens qui suivent les élections au Brésil, les organisations internationales et aussi, je crois que ça, c'est pas un problème, pas un problème au Brésil, la question de urne électronique. Hein. Elle n'est pas questionnable ni pour les gauches ni pour les droites, par exemple. C'est pas ça, ces problèmes-là. Je crois que ça, c'est simple de répondre, je ne sais pas si... Parce qu'en fait, la question, c'est que Bolsonaro avait annoncé dans la campagne que lui contesterait... Mais ça c'est intéressant parce que c'est une fausse positive. C'est une stratégie de dire, je vais gagner, mais je doute de ces élections. C'est une forme de confondre les gens. Il dit, je vais gagner, mais je ne suis pas très fier de ces systèmes électroniques. Il vole les discours des gens qui peuvent être effectivement, qui peut douter effectivement des élections. Ça, c'est une technique de ces systèmes que j'avais dit. Vous avez déjà... Non, mais vous avez déjà parlé, du coup. Bolsonaro a dit qu'il n'allait pas reconnaître le vote s'il perdait. Voilà. Mais aussi, il a mettre en doute les élections. C'est pas par hasard. C'est une technique de provoquer la confusion, les chaos mental dans les populations parce qu'au fond, à la fin, il vient comme qui sauve les questions, qui acclare, explique tout, il vient comme les grands. Non, c'est quelque chose qui est fait à propos. Intentionnellement. Sur la question écologique, peut-être tu as quelque chose à rajouter, Geneviève Oui, effectivement, et là la question de la démarcation et de l'attribution des terres aux peuples autochtones est effectivement clé parce que
Oui, et effectivement clé parce que c'est un moyen aussi de voler les terres. Et c'est aussi à l'origine de très nombreux conflits fonciers. On le voit depuis des années et on a pu constater d'ailleurs que de plus en plus, par exemple, même dans des parties qui avaient été délimités et qui avaient été reconnus comme appartenant à certaines communautés, il y avait de plus en plus de mineurs qui font de la prospection minière, par exemple, qui venaient. Mais on a vu aussi régulièrement comment des propriétaires terriens attaquer des communautés pour revenir sur les terres. Donc, c'est de fait, cette question de la ressource terre et des ressources minières est au cœur de nombreux conflits et d'énormément de violence et de souffrance pour ces populations. L'année dernière également, on a pu, malheureusement, il y a eu ce qu'on appelle ce sont les populations autochtones, mais qui n'avaient jamais été en contact avec l'homme au précédent. Peuples isolés. Des peuples isolés qui ont été assassinés. Et donc, on voit bien ce que cela génère en termes de violence et de crimes qui restent impunis. Sur la question de la possible purge post-élection, si Bolsonaro gagne, il y a notamment plusieurs personnes qui ont été élues députées pour le parti de Bolsonaro, le PSL, qui avaient dans leur programme criminalisation des mouvements sociaux, MST, MIT, interdiction des partis de gauche. C'est des choses qu'on peut lire dans les programmes des candidats du PSL. Il y a beaucoup de militaires qui ont été élus. Ça, c'est une question qui est... C'est un fait, non? Il y a beaucoup de gens qui sont ou bien militaires dans la retraite, non? Ou bien gens qui ont laissé la carrière militaire pour être élus. Et aussi des forces de l'ordre, non? Les policiers et tout ça. Il y a beaucoup de parlementaires qui sont maintenant qui viennent de ces forces, non? Et aussi, ça inquiète beaucoup. Et on peut dire que les militaires, ils sont au courant de toutes les institutions du pays. Par exemple, la Suprême Cour du pays, le Suprême Tribunal Fédéral, le président de Suprême Cour, il a maintenant le principal assesseur, collaborateur, est un militaire, un général, qui a participé de la campagne de Bolsonaro. Ce n'est pas quelque chose. Ça, c'est important parce que au même jour qu'il a nommé cette générale, le président de la Suprême Cour au Brésil, il a dit qu'il ne veut pas parler en dictature militaire, qu'il va parler du mouvement militaire. Il a dit qu'il ne va pas jamais parler. Il a dit qu'il ne fallait plus parler de dictature militaire par rapport à la dictature passée, mais du mouvement. Du mouvement militaire. Ça a quelque chose. Oui, ce qui est à noter également, c'est que l'année dernière, il y a une loi, c'est la loi 13 491, qui a été adoptée, et cette loi, en fait, renvoie les militaires qui auraient commis des violations graves, y compris des meurtres ou des tentatives de meurtre, devant les tribunaux militaires. Ce qui les soustrait complètement à la justice civile et qui, justement, là aussi, introduit des risques d'impunité très forts, en tout cas, de toute façon, des carences par rapport à une notion de procès équitable. Et quand on sait qu'en parallèle, les forces armées sont utilisées de plus en plus pour des opérations dites de maintien de l'ordre, du respect, etc., c'est-à-dire qu'elles ont de plus en plus droit de cité dans la ville, c'est-à-dire pour mettre l'ordre, cela est inquiétant, d'autant qu'on voit que les personnes, bon, souvent ce sont des homicides tués par les forces armées, que ce soit les forces armées ou les forces de sécurité, sont en augmentation. L'année dernière, là aussi pour donner un chiffre, rien qu'à Rio, entre janvier et septembre, il y a eu plus de 1035 personnes qui ont été tuées justement par les forces armées et les forces de sécurité. Donc c'est vrai que c'est une inquiétude supplémentaire.
sais pas si ça répond à votre question, c'est difficile de... Disons que moi je recrute le pire. Hein. Je suis comme la plupart de ceux qui s'intéressent à l'avenir du Brésil, je recrute vraiment le pire. On parlait avec la personne qui est à côté de moi, on imagine des exodes comme de nombreux Chiliens qui vont être obligés de quitter le continent américain pour aller vivre ailleurs, sachant qu'on vit une crise mondiale et que, comme l'a rappelé l'intervenant dont vous nous parliez toutes les trois, c'est que le pire, c'est que ça risque d'être un effet domino. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a pas si longtemps que ça, Marine Le Pen s'affichait avec Steve Bannon. Et on sait que Steve Bannon est proche de Bolsonaro. L'a conseillé pour sa campagne. Voilà, donc on peut s'attendre que pour les Européennes aussi, ça ait des conséquences graves. Si, par exemple, il lui arrive, on redoute tous aussi, le prochain crash boursier. Donc on a compris que vous êtes un pessimiste et... Réaliste. À défaut d'être réaliste, oui, j'ai des craintes comme tout le monde. Oui, mais non, mais je crois qu'elles sont partagées avec cette crainte des conséquences sur les mouvements sociaux et les partis de gauche au Brésil. Elle est partagée par les Brésiliens qui sont là ce soir. Il y avait peut-être une autre série de questions. Je ne sais pas qui a mis le micro. Féminine, oui, c'était mon propos. C'était mon propos. Oui, voilà. Bon, la question elle est un peu naïve, enfin elle est faussement naïve. Je sais que le Brésil était une démocratie au pied élargi, très fragile, hein, depuis l'élection, depuis la fin de la dictature. Moi, je me demande quand même comment on en est arrivé là. Quand il y a encore même pas 10 ans où tout le monde votait, tous mes amis, comme moi j'ai beaucoup au Brésil, vraiment étaient vraiment Lula, à voter même Dilma, même avec les réserves quand même. Comment on en est arrivé là pour 46%? J'ai quand même du mal à penser que c'est que je suis d'accord qu'on n'a plus besoin de mettre des militaires dans la rue pour faire des coups d'État institutionnels. Je suis d'accord qu'on peut faire beaucoup de manipulations, mais quand même il y a 46% qui ont voté Bolsonaro, qui étaient prêts encore il y a 6 mois s'il y avait Lula pour voter Lula. Moi, j'essaie de comprendre qu'est-ce que c'est l'ampleur de la déception, qu'est-ce que aussi le PT a raté, excusez-moi, quand même, quand on se la pose la question, 46%, c'est pas rien, et c'est pas 46% que manipulé par les WhatsApp. Enfin, excusez-moi de vous poser la question, donc j'aimerais savoir sur... voilà, c'était ma question. J'ai une question. On avait dit une question féminine. Excusez-moi, non mais voilà, parce que... Le prochain tour. Bonsoir, merci pour cette intervention ce soir. Et au fait, ma question, elle a rejoint le commentaire de monsieur tout à l'heure sur les conséquences au niveau européen. En fait, on compare par rapport aux élections de l'année dernière en France. Il y a eu beaucoup de manifestations, je veux dire, des leaders européens, des leaders type Obama. Et par contre, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui en parle. Il n'y a pas un leader, il n'y a pas un président qui dit attention à ce qui se passe au Brésil, il y aura des conséquences au niveau international. Il n'y a personne. Donc, du coup, pourquoi est-ce que les gens vont commencer à parler quand ce sera trop tard, quand il y aura des vagues de migration en Europe? Voilà, c'est ma question, plutôt pour réfléchir. Peut-être. Il y avait une autre question derrière. Allez-y. Pour ma part, je voudrais déjà remercier cet élan optimiste que vous avez exprimé. Je partage un certain pessimisme en tant que brésilienne. Tous les Brésiliens démocrates actuellement ont quelqu'un dans la famille, un cousin, une tante, un ami d'enfance qui est devenu bolsoniste et contre lequel on essaye de convaincre, via au vote. Mais en même temps, en fait, il y a vraiment une impossibilité de communiquer parfois autour de l'antipétisme qui est toujours le prétexte, que je commence à considérer comme un prétexte, mais en tout cas cet antipétisme si fort qu'ils sont capables de voter pour quelqu'un comme Bolsonaro. Et cet antipétisme-là, j'ai beaucoup de mal, bien que je le conteste, à le démonter en fait, à le démonter au sein d'une famille et dans un dialogue avec des bolsistes.
Voilà, donc si vous avez des recettes, j'en vous donne. Merci. Peut-être sur ce sujet, Carole, comment on est arrivé aux 46% pour Bolsonaro, alors que quand Lula est sorti du pouvoir en 2010, je crois qu'il avait un taux d'approbation de 80 à 95% d'opinion favorable. Qui vote Bolsonaro et qu'est-ce que le PT a raté? Pourquoi cet antipétisme aussi fort et comment lutter contre encore? Est-ce que posso falar em português e você me ajuda? Est-ce que les trois questions sont liées, évidemment, et je vais faire une explication un peu plus avec ma langue, ce qui est plus facile pour moi. A pergunta não é naif, é exatamente isso. Como a pergunta que nos angustia é como chegamos a isso. E aí eu volto no argumento do antipetismo. O antipetismo existe, pergunta, porque nós estamos vendo no Brasil que a bancada, em primeiro lugar, a bancada do PT é a maior do país. Então, ou seja, em primeiro lugar isso, quer dizer, antipetismo até que ponto? Porque ainda segue sendo o maior partido do país. Então, Juste, elle disait, la question n'est pas naïve bon, qu'est-ce que a raté le PT, la question de comment on en est arrivé là. Il y a un antipétisme fort, si je trahis ta pensée, je le dis, mais il n'en reste pas moins qu'à l'issue de ces élections au Congrès, là, le groupe le plus important au Congrès, ça reste le groupe du PT avec 56 députés, si je ne me trompe pas. 54. É o maior partido atualmente, ainda que sem as ligações de centro. Primeira coisa. Segunda coisa, que Lula, pelas sondagens, quando ele era considerado como candidato, ganharia as eleições em primeiro turno. Então, quando pensamos em antipetismo, tem que considerar que até um mês atrás, quando ele ainda era candidato, inclusive inscrito dentro do PT, estou fazendo uma análise, porque é muito fácil fazer análise em retrospectiva, depois que as coisas já aconteceram. Mas Lula era considerado favorito e ganhando no primeiro turno. Então, questão do antipetismo. Et elle rappelle qu'on parle évidemment d'antipétisme, mais que quand Lula était encore considéré comme un candidat possible, les sondages le donnaient gagnant dès le premier tour. Donc il faut aussi garder ça en tête aujourd'hui. Dito isso, o que foi que modificou em tão pouco tempo? O que é que mudou em tão pouco tempo? Agora, o caso de Dilma, por exemplo, Dilma Rousseff, que também estava considerada como vencedora para o Senado Federal, como senatriz. Senatriz. Ela não ganhou, porque a mesma pessoa que vota na Dilma é capaz também de votar no candidato a Senado, apoiado pelo partido do Bolsonaro. Então, esta questão que liga à questão europeia do populismo de direita é algo que teremos que investigar. E aí, voltando ao terceiro caso, e com isso quero ouvir a Garrigós. Juste, elle disait juste, peut-être c'est un peu ce qui s'est passé aussi avec Dilma Rousseff, qui était candidate pour un poste de sénatrice dans Minas Gerais, qui était considérée favorite dans les sondages et qui en fait s'est fait laminer et sortir au premier tour. Et que la même personne qui pouvait voter pour Dilma Rousseff s'est retrouvée peut-être là à voter pour le candidat du parti de Bolsonaro, et que c'est une question qui pose la question du populisme de droite. Então, a violência, a discriminação que Geneviève nos contou, que aumentou no ano passado, mas que é atávica, que é histórica, que é herança histórica do Brasil, explica muito isso. Complexo de síndrome de Estocolmo, também, infelizmente, né? Votar em alguém que pode ser poderoso, que pode resolver as coisas pela força, que poderá ter o controle, uma quantidade psicológica de síndrome de Estocolmo de uma população historicamente discriminada, em parte também pode explicar isto, né? A questão das fake news, que já mencionei, porque é um sistema muito bem feito, de reprodução de mentiras até que elas se tornem verdade, até que não se possa mais evitar de acreditar, e também a mídia, por suposto, a mídia controlada por famílias no Brasil,
o judiciário, com uma campanha forte de combate à corrupção, com base num argumento frágil, mas eficiente, vamos acabar com a corrupção. Desculpa, eu sei que eu estava tomando nota, mas é bastante difícil explicar isso, mas a judicialização da política, exatamente isso, quer dizer, o judiciário combate a corrupção, mas combate só contra alguns. No caso evidente é a prisão política do Lula, e a ideia de que o Partido de Gauche, o Partido dos Trabalhadores, é uma organização criminosa. Isso virá logo, né? Isso virá logo, todos aqueles que defenderam e que escreveram livros sobre isso, né? A Gisele Rickenbach, que está aqui, que é coautora de um desses livros, estará também comprometida. Comme autre cause possible de ce retournement, elle mentionnait la violence atavique au Brésil, historique, même si elle a augmenté ces derniers temps, qui existe depuis longtemps. La question des fake news. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des gens ici qui ne parlent pas du tout portugais? Est-ce que je fais ça pour rien? Non. Il y a des gens qui ne parlent pas du tout portugais. Donc la question des fake news qui a pris beaucoup d'importance dans ces élections, où des véritables mensonges ont été colportés en masse. La question des grands médias brésiliens qui sont Rede Globo, qui sont contrôlés par des grandes familles puissantes, économiquement puissantes du Brésil, et la judiciarisation de la vie politique, le pouvoir judiciaire qui évidemment a mené des opérations anticorruption, mais on voit bien que seulement certaines personnes ont été visées. Exemple, la prison politique de Lula, et le discours autour du PT, du Parti des Travailleurs, comme un parti vraiment criminel. C'est ce discours-là qui a été Dernière question pour Geneviève. A grande questão é como é que as pessoas votam naquele que anuncia francamente que vai fazer o mal ao país, à Amazônia, à ecologia, aos índios, aos movimentos sociais, aos direitos dos trabalhadores. Ele, francamente, não é mentiroso nesse aspecto, ele é sincero. Vou reduzir os direitos, vou pôr as armas nas mãos das pessoas, haverá morte, invadirei as comunidades carentes, que será o primeiro ato do meu novo governo, os homossexuais, as mulheres. Por que a população vota em alguém que promete machucar o próprio povo? O que faz, eu gostaria de ouvir a Geneviève, já faço a pergunta, o que faz uma diferença com o populismo europeu, até certo ponto, que escolhe os alvos, os imigrantes, etc., e os nativismos, a ideia de legislação que muda, não nacionalismo, mas nativismos, né, coisas que mudam para atingir determinadas populações e fechar o continente, e não algo que se faça contra o próprio povo. Isso é realmente uma coisa effrayante. La question de savoir pourquoi les gens votent en quelqu'un qui dit sincèrement, sans se cacher, qui va ouvrir le droit au port d'armes, qui va réduire les droits des travailleurs, qui va détruire l'Amazonie, pourquoi les gens votent pour cette personne qui dit vraiment, qui annonce qu'il va blesser son propre peuple, et pas seulement les gens qui viennent d'ailleurs, ça c'est quelque chose de vraiment effrayant. Oui, et en fait, pour revenir sur la question d'abord du pourquoi, et c'est pour moi intimement lié à la question de la réaction ou le manque de réaction au niveau international. Parce que, effectivement, finalement, derrière Bolsonaro, ce qu'on peut voir aussi, c'est Trump. C'est-à-dire que, finalement, on voit les mêmes éléments qui sont mis en avant dans sa rhétorique. Bon, Bolsonaro n'a pas dit qu'il allait faire le Brésil great again, mais voilà. Mais à part ça, on retrouve quand même de nombreux éléments. Et de fait, ce qui est très intéressant, et moi j'en ai parlé avec de nombreuses personnes cette semaine et la semaine dernière, c'est sur le fait qu'en Europe, on nous dit aujourd'hui la montée de l'extrême droite est liée aux réfugiés, aux migrants. Et là, je dis, mais et alors comment vous l'expliquez au Brésil? Parce qu'au Brésil, on ne peut pas dire que ce soit l'afflux massif de réfugiés qui ait fait basculer les choses. En parenthèse, il y a le
Venezuela. Il y a beaucoup de... Oui, mais on n'est pas du tout dans. Oui, il y a, oui, d'accord, mais c'est pas. Attendez, vous me laissez parler. Oui, Bolsonaro s'en est pris aux migrants du Venezuela, aux réfugiés. Il y a un racisme anti-haïtien au Brésil, je crois que. Mais est-ce que vous voulez dire, c'est pas les mêmes proportions que ce qui a pu se passer en Europe ces 3 dernières années? Non, on n'est pas du tout dans la même logique, c'est-à-dire dans une théorie du grand remplacement avec destruction des valeurs, d'accord? Et aujourd'hui, quand Bolsonaro parle du Venezuela, c'est plutôt comme un repoussoir, c'est-à-dire vous allez devenir ça, plutôt que de dire ils sont en train de nous envahir et ils vont changer notre culture. On est dans des registres quand même qui sont très, très différents. On est plus dans l'instrumentalisation dans ce sens-là que de générer de la crainte. Et ce qui est très intéressant, c'est que derrière, ce que l'on va retrouver, c'est finalement... Alors ici on dit que c'est cela, au Brésil on va mettre d'autres choses en avant, etc. Mais finalement ce qu'on retrouve dans toutes, je trouve moi personnellement dans toutes les sociétés, c'est à la fois un problème de justice sociale, de répartition des richesses, il y a un véritable problème de répartition des richesses, il y a une question d'insécurité. Et le drame que l'on voit justement avec l'insécurité, c'est que depuis des années, et là je me souviens notamment quand Autre Brésil avait invité le ministre des Droits de l'Homme de Rio de Janeiro, on avait beaucoup parlé justement de ce qui avait été fait à l'époque, c'était il y a une dizaine d'années à Sao Paulo, avec les polices de proximité, justement de la police qui allait avec les jeunes dans les quartiers, etc. Et comment ils avaient fait baisser la criminalité. Mais aujourd'hui, les discours des gouvernements ne vont pas dans ce sens, ils sont dans le sens d'une répression, et d'ailleurs, et ça on le retrouve aussi en Europe, on le retrouve aux États-Unis, on le retrouve partout, c'est-à-dire que pour lutter contre la violence, on va être encore plus violent, on va encore arrêter plus, et puis on va leur tirer dessus, etc. Ce qui représente derrière aussi, finalement, une forme de, entre guillemets, de nettoyage social. Parce que ceux qui sont visés, ce sont les plus pauvres. Et donc, il y a une forme de nettoyage social. Et ça, on le voit aussi de plus en plus dans de très nombreux pays, y compris en Amérique latine. Donc, voilà, derrière, il y a aussi un fond de corruption, même si elle est exploitée plutôt dans un sens que dans l'autre, alors qu'on sait très bien que la corruption... même en Europe, elle est là. Et c'est vrai que ce mélange de défiance, ce mélange aussi d'abandon de l'État, cette question de l'insécurité auquel on apporte des réponses par la violence et on arrive à faire croire aux gens que la seule réponse, ça peut être la violence, c'est vrai que ça ouvre les portes à finalement une demande des populations qui est basée sur l'ordre, c'est-à-dire qu'elle demande plus d'ordre, et celui qui se présente comme étant l'ordre, eh ben, ou l'autorité, surtout s'il a l'armée, la police, etc., avec lui, tout de suite, on dit il va peser, il va protéger. Et l'autre phénomène, et je pense qu'on le voit au Brésil, on l'a vu en Colombie, mais en Guatemala et dans de nombreux pays là aussi d'Amérique latine, c'est la religion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quand même intéressant, et ça aussi, c'est un phénomène qu'on voit aussi en Europe, c'est la question de revenir à des valeurs essentielles, de revenir à des comportements qui font que ça préserve notre culture. Et ici, c'est notre culture, ailleurs, ça peut être présenté sous un autre ordre. Mais quand on voit justement les attaques aux droits des femmes, les attaques aux droits des personnes LGBT, la question justement de revenir sur les droits sexuels et reproductifs, on voit bien qu'il y a cette religion, ces religions en tous les cas, qui essayent d'imposer aussi, compléter l'ordre, et elles vont plutôt dans ce sens-là. Donc voilà, c'est ce qui fait que c'est assez complexe, mais en même temps, qui aujourd'hui va dénoncer au niveau européen. C'est-à-dire que d'abord ils se disent, je pense que pour beaucoup, que s'il est élu, il faudra quand même entretenir des relations avec lui, parce que le Brésil, c'est quand même un État avec beaucoup de ressources, c'est un pays important qui, jusqu'à présent, on va voir ce que... quand on voit ce que Trump est en train de faire justement sur la présence des États-Unis au niveau de l'ONU, au niveau justement des différentes conventions et autres, on peut se poser les questions de que ferait le Brésil si c'est M. Bolsonaro qui était élu. Mais il y a effectivement donc cette relation qui est toujours un peu à préserver. Et le deuxième point, c'est que finalement, il y a beaucoup de choses où je pense qu'ils n'osent pas non plus trop se positionner, parce que beaucoup, en tout cas sur certains sujets, ils ne sont pas
aussi clair et net, et ils ne sont pas prêts à condamner avec une certaine franchise, ou en tout cas force. Ils n'avaient pas condamné la destitution de Dilma Rousseff quand elle est advenue. Personne n'avait condamné en Europe. Et on a vu ce qui s'est passé au moment des élections avec Trump. Donc voilà, c'est... Et le Brésil, juste pour ajouter, est aussi un pays où les multinationales, notamment françaises mais aussi allemandes, ont des intérêts énormes. Non, juste une correction, parce qu'il y a eu des sénateurs, des députés et sénatrices, des députés françaises. Oui, je veux dire, les dirigeants, oui, on parle des gouvernements. Non, on parle des gouvernements. Pas au niveau individuel, politique. Voilà, non. Vraiment, c'est les gouvernements. On a le temps pour une nouvelle série de questions. Il y a quelqu'un là-bas, il y en a plein. Oui. Carole, tout à l'heure, vous avez parlé de populisme et ça a été repris par la suite. Le populisme, à mon avis, c'est quelque chose de très important. Est-ce qu'il ne faudrait pas relier ça, c'est une question, à, comment dire, à certains aspects culturels dans la culture brésilienne, l'aspect, entre guillemets, religieux. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas actuellement, de même que Lula a été vénéré de façon exceptionnelle, il allait créer le paradis au Brésil, c'est beaucoup de progrès, mais voilà. Donc, ce qui expliquait sa position dans les sondages il n'y a pas très longtemps encore. Et de la même façon, on assiste actuellement à une satanisation du PT. C'est-à-dire avec des images, des images, une campagne de communication tout à fait exceptionnelle de la part de Bolsonaro, avec l'événement que vous avez souligné. Ça, c'était le premier point. On a peu parlé de la bancada ruralista, qui, à mon avis, est quand même un des piliers du pouvoir brésilien depuis longtemps. C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une union de parlementaires de toutes sortes de partis dont le but est de défendre, ils sont au service de l'agrobusiness. Et l'agrobusiness étant la principale force économique, disons, du Brésil. Voilà, le problème de la Chine également, qui est donc le premier client du Brésil, mais ça, ce serait un peu long d'en parler. Donc la bancada ruraliste, à mon avis, c'est quelque chose de très important, on le voit tous les jours actuellement. Troisième point, sur la corruption, il se trouve que je ne suis pas trop d'accord avec eux. Je pense qu'il n'y a aucune comparaison possible entre ce qui se passe au Brésil et ce qui se passe en Europe. Là, d'accord, ok, j'avais mal interprété, d'accord. Il faut savoir que la corruption, il y a eu est un élément constituant de l'histoire du Brésil. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je trouve que j'ai travaillé beaucoup là-dessus, là-bas et en France. Lula a fait avancer les choses, par exemple en faisant adopter, sous la pression d'une association importante, en faisant adopter la Lei Fichalim, une loi qui interdit théoriquement à des élus qui ont été condamnés pour des délits financiers d'avoir le droit de se présenter à une élection. Ce qui est abominable, c'est que cette loi a été retournée contre Lula de façon absolument scandaleuse par entre guillemets, par un secteur de la justice. Voilà, et la question Dilma Rousseff elle-même avait... oui, ce sont des points qui n'ont pas été... Je me permets d'apporter ça, j'ai été dans la lutte contre la corruption, j'ai travaillé beaucoup là-dessus avec des magistrats au Brésil. Mais on essaie de laisser la parole à plus de personnes possibles dans la salle, donc si c'est bien de ne pas être trop... Je termine. Dilma Rousseff a essayé de faire avancer quelques points, notamment au début de son mandat, et malheureusement, et comme par hasard, ça n'a pas été adopté par une majorité de députés. Elle a réussi quand même à donner un peu plus d'autonomie à la justice, elle a réussi quelques micros par en avant, mais c'est un vrai problème sur lequel la gauche brésilienne ne pense pas assez, à mon avis. Peut-être d'autres questions, on va essayer de rester bon sur la parité. Si la personne qui tient le micro peut prendre des décisions autoritaires à ce niveau-là. Je vais juste ajouter une question. On n'a pas parlé de la crise économique et des autres taux de chômage qu'il y en a au Brésil.
Et je crois que ça, c'est important pour comprendre les changements de vote. Parce que d'après 2014, PT n'est pas aussi, comment je peux dire ça? Je suis ici, je suis fraîche en France. Pode falar em português? Ok. O PT não é mais visto como alguém que dá uma saída, né? Como teve dando nos últimos anos. Então, acho que as pessoas buscam uma saída rápida. Né? Eu acho que a gente tem que levar isso em consideração, sem querer ser determinista, mas acho que a gente precisa trazer a questão econômica para o centro também. En fait, je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit. Comment les gens peuvent voter pour quelqu'un qui dit qu'il va les attaquer. Donc on pourrait aussi dire les gens ne se reconnaissent pas dans ces catégories-là en fait. Il y a ça aussi très fortement. Et là justement pour revenir à la question économique, on peut penser par exemple à toute l'ubérisation de l'économie, du travail au Brésil. L'idée qui fait écho à ce qui se passe en France aussi, en Europe, justement être entrepreneur, ne plus être salarié. Et juste pour apporter, je ne sais pas si tout le monde est au courant, qu'Steve Bannon, il a acheté un château en Toscane et qui s'est installé là-bas. Donc c'est pour être bien près de la France, de l'Italie et tout ça. Et ma question en fait c'est par rapport au trafic de drogue. Là j'entends pas du tout parler du PCC qui est donc cette organisation criminelle qui coordonne tout le trafic au Brésil. Le Brésil est aujourd'hui, après les États-Unis, le deuxième pays consommateur de drogue au monde. Le PCC, qui est donc le premier commando de la capitale, qui est apparu à São Paulo, qui a installé des tribunaux informels qui jugent de manière très très sévère tous les crimes qui se passent dans les quartiers pauvres, qui a entre guillemets pacifié justement la région sud-est, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, et qui du coup a envoyé cette violence aux États du Nord-Est. Et là, on n'entend pas du tout parler. Donc en fait, je voulais savoir comment on peut discuter justement ça, et en se disant aussi que justement, c'est ces mêmes personnes qui sont aussi en train de voter pour Bolsonaro en fait. On va peut-être parler un peu de la question économique. C'est vrai de rappeler la question de la crise économique. Et ce que la personne qui posait la question disait aussi, c'est que peut-être le PT n'a plus été perçu comme un parti qui pouvait offrir une sortie, une possibilité, une issue, une chance, voilà, pour sortir de cette situation de crise économique. Je ne sais pas si sur la crise économique ou le trafic de drogue, la drogue, Eu vou começar a tentar fazer a resposta das três questões, porque são também ligadas. Tudo aqui está conectado. Então, uma questão que é comum nesses últimos 2 anos, no sentido da autocrítica do Partido dos Trabalhadores, e que eu tenho a impressão que é já bastante superada e considerada, e todo mundo está de acordo, que ela não gera grandes dificuldades de enxergar, é que todos esses últimos 12 anos em que o Partido dos Trabalhadores administrou uma democracia de coalizão, então é importante dizer que não foi só o Partido dos Trabalhadores que governou, mas tentando administrar o presidencialismo de coalizão no Brasil, fez-se muita coisa, tirou-se 40 milhões de pessoas da pobreza, políticas públicas importantíssimas de corte transversal de gênero, como políticas ligadas, todas elas conectadas à Bolsa Família, depois Minha Casa Minha Vida, enfim, são inúmeras políticas.
foram feitas, e isso sim há consenso de autocrítica, que não se politizou o resultado dessas políticas públicas, no sentido de que não se comunicou corretamente junto à população que essas políticas públicas não caem com a chuva, não nascem como árvores, não surgem do nada. Sim, são lutas políticas, sociais e de correlação de forças. E houve, portanto, um acordo de neutralidade, de autonomia às instituições que fazem a justiça, os administradores da justiça, no caso o judiciário, os fiscais que depois viajam o país, levam informações privilegiadas a órgãos de combate à corrupção em outros lugares. Quer dizer, o PT, quando teve hegemonia, que é uma palavra importante também, não a exerceu para certas coisas, como reforma das mídias, das famílias midiáticas, e comunicação com a população de que esses ganhos não eram presentes e dádivas por conta do merecimento de quem quer que seja. E sim, luta social, luta de classe e correlação forte de forças contra uma elite cada vez mais forte nas instituições e nos poderes do Estado, especialmente no poder judiciário. Então, quando isto esgota... Desculpa, pardon. Não, mas vou deixar a Erika produzir, porque eu estou perdida. Tiens, Erika. Tiens. Non, je me perds un peu. D'accord. Donc, ce que Carole expliquait, c'est qu'il faudrait comprendre aussi qu'une chose qui n'a pas été faite de la part du PT, c'était déjà, elle a expliqué qu'il faut comprendre le système présidentialiste au Brésil, que la corrélation de forces, que le PT n'a jamais été tout seul. Le PT n'a jamais été tout seul au pouvoir, il n'a jamais gouverné tout seul le pays. Il y a toujours eu une construction, une coalition des partis politiques, d'une part. D'autre part, tous les avancées sociales que le parti a réussi à avoir, des nouvelles lois très importantes par rapport aux droits des travailleurs, sur la question de genre, tout ça, une des erreurs du PT, c'est qu'il n'a pas expliqué à la population que ça n'était pas quelque chose qu'il y a eu énormément de travail de construction et de corrélation de forces, donc des rapports de force, des coalitions pendant les premières années du mandat de Lula pour gagner et pour avoir ces acquis sociaux. Et ça n'a pas été si bien expliqué à la population qui peut-être n'a pas compris que cela venait grâce à cette corrélation de force, à cette lutte des classes, parce que les élites brésiliennes ont été et restent très fortes et très dominantes, surtout dans certaines sphères comme le système judiciaire et comme le pouvoir en général. Voilà. Et les médias. Ah oui, il a la question des médias, merci. Donc, bon, je n'ai pas noté. Hein. Il a la question de médias, c'est quelque chose de très important de comprendre au Brésil, comme disait Carole. C'est 8 familles qui détiennent les principaux journaux, radios et chaînes de télévision. Donc c'est comme ça depuis le début de la dictature militaire. Donc il y a une corrélation aussi là-dedans. Et une des réformes que le Parti des travailleurs, quand il avait un peu l'hégémonie, qui était le mot que Carole a utilisé, l'hégémonie, n'a pas fait, c'est la réforme des médias, la réforme de ce qu'on appelle au Brésil le droit à la communication, au plus fortement par les mouvements de la démocratisation de la communication. E cette réforme-là, elle est essentielle, elle n'a pas été faite. E para terminar, o que explica tudo isso, nós dizemos que o parlamento brasileiro é 3 Bs, BBB, boi, que se fala, boi, bala e Bíblia, não? Bancada do boi e da bala. Ça, c'est difficile de traduire, je ne sais pas. Donc, comme on dit au Brésil, depuis 2014, les mouvements progressistes, les militants de gauche, les mouvements sociaux ont toujours bien identifié le Parlement brésilien par 3 B, le bœuf, la balle et la Bible. C'est les 3 groupes les plus forts lobbying qui existent, des parlementaires, des groupes parlementaires dans le... Ce qui revient à ce que vous mentionnez, le groupe des ruralistes, c'est le groupe du boy, du bœuf, de l'agro-business, etc. La balle, les militaires, et la Bible, les évangéliques. Voilà. Et la Bible, c'est les évangéliques. Et quand vient
quando vem a crise econômica, que é a questão que você pôs, e as condições já não são mais favoráveis, além de coisas que ainda não sabemos e saberemos com o devido tempo histórico, porque muita coisa não se explica, a ingerência internacional das organizações norte-americanas com relação à questão da corrupção, que não está longe de ser um processo saudável, a forma como foi feita no país, por destruir as empresas nacionais, substituídas por estrangeiros e corporações. Por que os fiscais da justiça têm o direito de cruzar as fronteiras do país com documentos que comprometem as empresas estatais, e isso gera a destruição de empresas como Embraer e Petrobras, trazendo toda a questão do petróleo. Isso é algo que vai se saber com o tempo. Mas, de fato, isso explica a dessatanização de Lula pelos mídias, porque ele significa, para além de alguém que queira ou goste do Ciro, ou do Lula, ou de quem quer que seja o que tenha que mudar, mas Lula foi o único presidente, e depois seguido por Dilma no primeiro mandato, que conseguiu efetivamente produzir, ao mesmo tempo e com as condições de governabilidade difíceis do Brasil, de coalizão, PMDB, Centro, Gosto, crescimento econômico com distribuição de riqueza. E essa situação é insuportável para o capitalismo neoliberal e para a racionalidade neoliberal. Ele é uma ameaça, ele precisa ser satanizado como um modelo de homem público e seus sucessores também. Para mim, eu acho que é isso. Donc deux choses importantes. La première, c'est la réaction. Peut-être pas besoin de traduction. Mais... Il y a des personnes qui n'ont pas applaudi. Donc il y a deux choses principales que vient de dire Carole. La première, c'est la question que nous ne savons pas encore, nous n'avons pas tous les faits et les preuves pour parler de l'ingérence des multinationales et étrangères au Brésil par rapport à tout ce qui était la mise en difficulté des entreprises publiques, parce qu'il y a une question fondamentale au Brésil, c'est la question du pétrole et toute l'ingérence qu'on n'est pas encore, on ne sait pas encore, que peut-être l'histoire va nous montrer plus tard, cette question d'ingérence, la question elle parlait des personnes qui font des fiscaux, du contrôle du contrôle. Ministère public. La question du ministère public, c'est quelque chose de très brésilien dans le statut juridique. Donc c'est ces personnes, c'est un peu comme les juges d'instruction qui vont faire des enquêtes. Et donc comment ces personnes-là avaient le droit de traverser le Brésil avec des preuves contre les entreprises publiques. C'est des choses... De traverser les frontières. Les frontières, pardon, de quitter le Brésil, merci. De quitter le Brésil avec autant de preuves, c'est très étrange, c'est très suspect, et des choses comme ça, il faut encore que le temps, il faut du temps pour comprendre aussi ces enjeux et ces questions. Deuxième chose, c'est que la diabolisation de Lula, elle est aussi expliquée par la question de, malgré tous les critiques que tout le monde puisse faire contre le PT, contre Lula, même si on a une préférence pour Ciro Gomes ou pour d'autres candidats ou candidates, il ne faut pas oublier que Lula était le seul président dans ses 2 mandats et Dilma, pendant son premier mandat, avoir fait une vraie redistribution des richesses au Brésil. Personne d'autre l'avait fait avant, et cela a été insupportable pour les élites brésiliennes et internationales. Et sur la question du trafic de drogue, une réponse alors, moi, je voudrais déjà deux petits commentaires. Juste 2 commentaires. Je n'ai pas comparé le niveau de corruption qu'il pourrait y avoir entre le Brésil et la France ou les États européens. Ce que j'ai dit, c'est que, en tout cas, ce que je voulais dire, si ça a été mal compris, je m'en excuse, c'est que la corruption, c'est pas uniquement le PT au Brésil, mais c'est voilà, mais par contre, ce sont les autres qui l'exploitent et donc qui le mettent en avant. Et ça, on voit aussi dans d'autres États. Moi, je viens d'Argentine, et ce qui se passe en Argentine avec Cristina Kirchner,
où on accuse de toutes les corruptions alors qu'on sait très bien que la corruption est généralisée. Mais s'il y en a certains qui l'exploitent. Par contre, la corruption existe en Europe, elle existe en France, qu'elle soit réelle ou perçue, on va dire. Et je dirais que le dernier bel exemple en date, c'est la démission de Nicolas Hulot, et tel qu'il avait présenté par la pression des lobbies, etc., ou différentes histoires qu'il y a, on voit bien qu'il y a aussi des histoires de corruption. Par contre, je ne prétendais pas les comparer. Par rapport au fait aussi, je voulais revenir sur le fait que, effectivement, ces lois qui vont finalement tout interdire, parce que en fait on sait très bien que derrière c'est les limitations à la liberté d'expression, la liberté à manifester, c'est toute liberté qui vont être prises en otage si ce n'est pas carrément anéanties par des lois diverses et variées et sous des motifs fallacieux, pas fallacieux d'ailleurs, mais qui sont vraiment attentatoires. Ce qui est très intéressant, et moi je le comparerais beaucoup plus dans ce que sont par exemple les lois antiterroristes en France et en Europe. C'est-à-dire que quand on adopte les lois antiterroristes, on a toujours l'impression que celui qui va se faire arrêter, perquisitionner, mettre assigné à résidence, etc., c'est le musulman. Si moi je n'ai pas l'air musulman, etc., ça ne va pas m'arriver à moi. Sauf qu'on sait que dans les faits, ce n'est pas le cas. Hein, et on l'a vu justement au moment de la COP21, ce sont les écologistes qui ont été assignés à résidence et qui ont été interdits de manifester. Et on voit que de toute façon, aux États-Unis aussi, on l'a vu dans le cadre du Patriot Act et d'autres, que ce n'était pas vraiment les musulmans qui étaient la cible, mais c'était plutôt les activistes. Donc en fait, il y a... Et quand bien même ce serait que les musulmans qui étaient la cible, on est tous d'accord que ça pose problème. Oui, non, c'est pas ça ce que je veux dire. Je veux dire que les gens ne se sentent pas concernés. Les gens qui ne sont pas musulmans. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils se disent, bah, moi je ne suis pas musulman, ça ne va pas m'arriver à moi. Non, pour le reste, je suis en tête. C'était juste par rapport au fait qu'ils se disaient, bah, ça ne va pas m'arriver. Parce qu'on pense effectivement que quand on parle d'ordre, d'autorité, de sécurité, c'est pour nous protéger à nous. Et à aucun moment on intègre que ce genre de système, tout le monde peut devenir la cible à un moment donné et de façon complètement aléatoire. On peut être musulman et écolo et activiste. Voilà. Non, mais c'était pas le propos. C'était pas le propos. Concernant la question de, c'est vraiment par rapport à l'acceptation de ce genre de mesures. Mais concernant la drogue, moi je ne connais pas. Hein, vous avez fourni des informations sur le trafic de drogue et ce qui se passe. Et là-dessus, moi, j'ai pas vraiment d'éléments parce que c'est pas un dossier que je suis ni qu'Amnesty suit sur le Brésil. Par contre, c'est clair qu'on se retrouve là dans une question, les violences, les fusillades, les entrées dans les quartiers populaires, etc., sont faits au nom, entre guillemets, de la guerre contre la drogue. Je suis étonnée que vous disiez qu'il n'y a plus de problème à Rio de Janeiro. Peut-être que j'ai mal compris, mais parce que justement, à Rio de Janeiro, c'est là où on voit justement le plus d'intervention des forces armées et des forces de police, justement au nom de la guerre contre la drogue. Or là aussi, on est dans une situation qui génère de l'escalade. Et il y a une chose qui est sûre, hein, quand on regarde, et moi j'ai beaucoup suivi la question de la guerre contre la drogue au Mexique, hein, qui a commencé en 2006, donc il y a une douzaine d'années maintenant, qui avait été mis en place à l'époque. Et ce que l'on voit, c'est plus d'homicides, plus de narcotrafic, des gangs encore plus puissants, plus d'argent et une violence avec des disparitions forcées des homicides à des taux qui sont impressionnants parce que la guerre contre la drogue, elle ne résout rien du tout. Donc, mais après, par rapport à votre question particulière sur le fait que ce soit déplacé, etc., moi, j'ai pas d'informations. Caroline, tu voulais dire un mot sur la question qui concerne la drogue, le trafic, ou pas forcément? C'est un sujet différent que tu... Non, n'es pas obligé d'avoir réponse à tout. Oui, je sais pas, mais une question qui est inquiétante aussi, c'est que le discours en contre de la drogue, eu falando em francês, que o discurso contra a droga vai autorizar a violência contra os direitos civis, que é o que a Geneviève disse. Em breve será a primeira desculpa
para uma expressão muito forte que ela usou, que é nettoyagem social. Então, vamos dizer, se a questão da droga fosse realmente de interesse de ser resolvida, a liberalização seria uma saída, ou outros tipos de programa, mas o que vai se utilizar é o discurso da droga para poder fazer a intervenção nas comunidades, em geografias específicas, e com o slogan que agora é assumido abertamente pelo candidato, que é bandido bom é bandido morto. Donc, si la question de la drogue était vraiment essentielle, il y a plusieurs mesures pour la régler, pour la résoudre. Une d'elles, c'est la question de la légalisation. Et cette question n'a jamais été posée comme ça. C'est vraiment la question de la guerre contre la drogue. C'est une façon de faire ce qu'il disait Geneviève, du nettoyage social. Et ça reproduit, ça revient sur le discours que Bolsonaro il a depuis toujours. Le bon bandit, c'est le bandit mort. Voilà, donc ça va être vraiment utilisé contre les quartiers, des populations des quartiers plus défavorisés au Brésil. Il est 11h moins 20 et Carole doit vraiment partir à 11h pile, donc on va peut-être prendre 2 questions ou 3 toutes petites questions. Je voulais juste, alors sur le groupe ruraliste dont vous parliez, il y a quelque chose qui m'est venu en tête. Le groupe ruraliste au Parlement a officiellement soutenu Bolsonaro, a déclaré son soutien officiel à Bolsonaro une semaine avant les élections, donc d'où aussi le rôle de ce groupe. Alors c'est pas moi qui ai le micro. C'est moi qui ai inscrit déjà avant, juste pour un point qu'on ne parle pas trop, c'est très important. Parce qu'on parle beaucoup d'élections, résultats électoraux, des présidentielles et compagnie, mais il y a un élément nouveau dans la scène politique, c'est que les masses plutôt fascisantes qui ont voté pour Bolsonaro commencent à s'autonomiser considérablement. Donc, indépendamment du résultat, ces masses sont déjà autonomisées. Donc ça, c'est une question qu'on va devoir affronter, même si Haddad est élu avec 75% des votes. Parce que ces masses-là sont autonomisées déjà. Et là, c'est ça que les fascismes montent en Brésil. Donc j'aimerais bien qu'on parle dans ces points-là. Tem moço aqui na frente que está falando há tempo. Oui, ok, tu voyais quelqu'un qui... Ici, le monsieur ici, ça fait longtemps qu'il essaye. Et après... Merci. Je serai rapide. Alors, notre première intervenante a bien dit que la neutralité, c'était la complicité, et s'abstenir, c'était voter Bolsonaro. Et ça me trouble énormément, parce que quand on voit des gens aussi éminents que M. Ciro Gomes, qui est un social-démocrate, humaniste, ou l'ancien président Fernando Henrique Cardoso, qui se défaussent, on se dit, mais alors, soit ils sont extrêmement cyniques, soit ils sont complices, soit c'est de la sénilité, mais enfin, comment vous expliquez ça? Si le danger est aussi fort, je crois profondément, comment se fait-il que des leaders d'opinion aussi éminents ne s'engagent pas, mais à fond? Voilà. Et la deuxième question très rapide, je pense qu'on sous-estime l'idée que l'échec du PT principal, c'est la sécurité, parce que le Brésil est devenu un pays plus juste, moins inégalitaire, plus prospère, avec là, mais pas un pays moins dangereux. Et ça, je pense que ça pèse beaucoup dans ce vote, malheureusement. Dernière question peut-être à quelqu'un qui n'a pas encore posé de question. Oui, tout à fait dans la continuité de ce qui vient d'être dit. Moi, je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à constituer une offre politique au Brésil qui tienne la route. J'en veux quand même beaucoup au PT aussi, d'avoir présenté un candidat au lieu d'avoir poussé effectivement des candidatures comme Ciro Gomes qui auraient été en connaissance du contexte politique et du rejet du PT, c'est ce qui aurait été leur responsabilité, donc c'est quand même dommage. Et la question, c'est de savoir, est-ce que vous pensez que Bolsonaro, s'il est élu, va avoir la capacité de gouverner, quelle alliance il va faire, comment elle va être la répartition du Parlement, est-ce qu'on a déjà une idée de la manière dont il espère gouverner, ou est-ce qu'il y a des garde-fous dans le système politique brésilien qui permettraient d'éviter... On va répondre à ces questions parce que vraiment il est moins quart enfin presque et Carole doit partir. Pour Ciro Gomes c'est dommage parce qu'on aurait eu l'occasion de lui poser des questions directement ce soir. Puisqu'Erika l'a rencontré dans le métro, il n'a pas voulu venir, donc voilà. Tu veux, parce que comme tu dois partir à 11h. Non mais si, c'est aquela moça. Ok. Bah, la dernière. Alors c'est Erika qui choisit. Vas-y. On n'a pas souvent dialogué par exemple avec les 3 BBB dans les parlements, donc aussi mettre la droite traditionnelle et les responsabilités dans ces résultats-là.
c'est fini. Oui, pour revenir à la question de la drogue, si on s'attaque à ça, on va s'attaquer à l'État brésilien parce qu'elle est dans le cœur de l'État brésilien. Vous avez oublié Perel et Aécionnevs qui sont dans les trafics, et même Blairo Maggi, qui est ministre du Temer. Donc on sait que la drogue, les grands trafiquants au Brésil ne sont pas les petits dans les morros, mais c'est dans la politique brésilienne. Alors je voulais parler d'une question très importante, c'est les rôles des médias dans cette campagne politique. Je pense que ce qu'il faudrait faire d'ici à la semaine prochaine, c'est une tribune à être publiée en France, dans les journaux français, parce que nous avons eu hier à aujourd'hui beaucoup de revirements dans la campagne de Bolsonaro. On sait qu'il y a eu même des menaces au TSE, le Tribunal supérieur électoral du Brésil. Donc, il y a des choses très graves qui se passent là-bas. On sait que le PDT, pour les sédistes, là, ont demandé l'annulation déjà du premier tour. Donc, on est dans un complet no man's land là. Hein? Et pourquoi pas les brésilianistes en France feraient une tribune, j'accuse, très pongeante. Je veux dire un mot, Erika, parce qu'il y a une tribune qui se prépare, je crois, Erika va dire un mot. Donc, deux choses. Première chose, il y a une tribune qui a été signée, publiée aujourd'hui. C'est pas une tribune, c'est une pétition, mais c'est pas les brésilianistes français qui majoritairement ont signé. Au Brésil, on prépare une tribune qu'on essaye de faire signer par des grandes personnalités du monde. Et si on arrive, elle sera publiée la semaine prochaine en France, en Angleterre, aux États-Unis et au Brésil. Voilà, c'est là les deux choses. Et la tribune pétition, elle est sur change.org. Je vous invite toutes et à tous de la signer massivement. Pardon. Elle est sur le Facebook de l'association aussi, vers les liens de NEA. Alors rapidement, il y a les questions de la neutralité, de la responsabilité de la droite classique du PSDB, des masses fascistes qui sont là au Brésil et qu'on voit. Alors, bon, c'est beaucoup de questions à traiter en 10 minutes, mais si tu peux choisir. Glauber trouxe uma questão que é muito preocupante pelas consequências iminentes e que vão acontecer, eu imagino, a partir do dia 28 de outubro. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho de 18 anos, uma questão pessoal, mas um filho de 18 anos que é fotógrafo. Ele fez aquela foto do Lula, abraçado pelo povo. Foi o meu filho que tirou aquela foto. E uma outra foto também da Marielle com as placas. Então, meu filho é um ativista, é um fotojornalista que tem 18 anos e já recebemos mensagens de que ele corre riscos evidentes, porque 18 anos fotografando manifestações e dando nomes às fotografias que faz, evidentemente ele é um dos alvos desse tipo de coisa que o Glauber falou. Minha filha é filiada ao Partido Comunista, então tem 17 anos e vive nos morros e vive nas manifestações, e foi dito a ela que ela seria alvo se estiver, não ela pessoalmente, mas se estiver nas comunidades no momento da intervenção, que deve ser em breve. Então, essas ameaças ligadas aos apoiadores do Bolsonaro estão vinculadas à grande violência de hordas cidadãs, muito próximas ao que nos anos 30 já aconteceu na Alemanha, naquele ambiente próximos ao nazismo mesmo. Já estamos falando não de fascismo, mas de nazismo, né? De uma situação de escolher os alvos, de limpeza, nesse caso étnica, limpeza por valores de discriminação social, politique et também pour nettoyage. Donc la question que Glauber pose, elle est très importante, c'est qu'est-ce qui va se passer, ce qui va se passer à partir du 28 octobre, mais ce qui se passe déjà par rapport à la violence envers les activistes, les militants et tous les électeurs progressistes. Donc Carole, elle a posé la question même personnelle, elle dit, c'est personnel mais elle partage avec nous, la question de ses 2 enfants. Elle a un fils photojournaliste qui a pris les 2 photos qui ont bien circulé sur les réseaux sociaux. La première, c'est celle quand Lula est en prison, le jour qu'il est amené par la police. À un moment donné, il a une photo qui a
du haut où il est embrassé par la foule. Et il a pris une deuxième photo récemment, que c'est celle de la manif pour demander de résoudre l'assassinat de Marielle Franco. Donc son fils a déjà reçu plusieurs menaces. Et sa fille, qui est une militante du Parti communiste et qui est dans les quartiers populaires, a déjà reçu des avertissements en disant « Faites attention parce que quand on va intervenir dans les quartiers à partir de bientôt, si vous êtes là-bas, vous allez être morte aussi avec eux. » Donc elle parle de ça, elle dit « On n'est même plus dans un moment fascisant, on est déjà dans un deuxième moment plus totalitaire, proche du nazisme, c'est que c'est passé dans les années 30, parce qu'on a des populations ciblées bien spécifiquement. » Isso é grave e eu não mencionei meus filhos para qualquer tipo de vitimização, apenas só para mencionar que são várias jovens e estudantes e militantes que estarão como alvos prioritários. Mas, depois eu explico isso. Mas a questão do cinismo ou da senilidade ou da lavar as mãos, enfim, das pessoas como Fernando Henrique Cardoso, como as pessoas que acham que tudo vale igual e que há uma neutralidade e que há radicalismo de esquerda e de direita e que isso vale a mesma coisa, eu espero que a gente tenha muita memória para recordar a responsabilidade dessas pessoas pela instauração do fascismo no Brasil. E Fernando Henrique Cardoso, se ele não se posicionar, já não se posicionou, espero que ele pague o preço pela falta de posicionamento, porque as biografias aqui estão em jogo. Eu acho que não há possibilidade de a gente aceitar esse tipo de coisa. Donc par rapport à la question de... Non, avant elle a dit qu'elle lui a parlé de ses enfants, c'est pas pour se mettre en tant que victime, parce que c'est pas la question, c'est juste pour partager avec vous, ces jeunes qui sont très engagés, il y en a beaucoup au Brésil, seront une des victimes aussi, également. Sur la question du cynisme, de la neutralité, ou pour ces personnes qui ne se positionnent pas actuellement, qui veulent rester impartielles, qui ne veulent pas prendre parti, et surtout comme Fernando Henrique Cardoso, l'ancien président du Brésil, et d'autres personnes qui ont été citées dans la salle, il faudra qu'on ait de la mémoire, il ne faudra pas les oublier leur non-positionnement, parce qu'il y a beaucoup de discours dans les médias brésiliens en disant le radicalisme de gauche équivaut au radicalisme de droite, et ce n'est pas vrai. Et cela n'est pas vrai, il faut toujours le répéter, ce n'est pas la même chose. Et il faut dire à ces gens-là que leurs biographies elles sont en train d'être écrites et qu'on ne va pas oublier leur non-positionnement, leur non-prise de position. Uma questão rápida sobre Ciro Gomes. Muita gente dentro de uma esquerda ampla ficou em dúvida sobre se Lula deveria ter desde o início feito acordo, se Ciro deveria ter sido apoiado porque teria condições de vencer no segundo turno. Eu acho que essa é uma falsa questão, acho que isso nos atrasa, acho que a cada momento temos que mostrar o nosso posicionamento. Não temos bola de cristal para saber se Ciro Gomes chegaria em condições, as fake news atacariam a Ciro também, talvez até com mais credibilidade. E nesse caso, acho que temos que considerar Ciro Gomes hoje. Ele está aonde? Ele está e onde estará amanhã, né? Vamos lá chamá-lo, bater na porta da casa dele, se alguém souber onde ele mora. Porque eu acho que nesse momento da neutralidade, não adianta dizer, darei um apoio crítico. Dê o apoio à democracia, depois faça a crítica, como Boulos faz muito bem. Boulos não precisou dizer que apoiaria Lula, ou Haddad, ou o PT, ou esse governo democrático, criticamente. Todo mundo sabe que Boulos será uma pessoa muito crítica quando um governo entrar, que seja o governo. Mas ele não precisa avisar, ele não tem dúvidas, e aqui fazendo uma defesa da bela postura que Boulos teve durante toda a eleição, candidato do PSOL, do PSOL, que não hesitou diante da democracia, que era isso que nós estávamos falando. E depois uma última donc, il faudra... la question de Ciro Gomes, elle est très grave parce qu'il dit qu'il va faire un soutien critique, donc, mais il n'est plus dans le pays. Et ce qu'il faudrait faire, c'est
là, on se bat pour la démocratie. Après, les critiques, les temps des critiques viendront, il faut les faire, mais là, on se bat. Le moment, il est très grave et il faut préserver la démocratie au Brésil. Donc, Carole disait, il faudrait qu'il vienne demain au rassemblement, ou qu'on sache où il habite à Paris pour l'appeler, pour dire venez, venez, parce que c'est le moment. Ça ne sert à rien de dire je garde mon impartialité, ça ne va pas régler notre question du moment. Et elle donne l'exemple de Boulos, le candidat, Guilherme Boulos, qui était le candidat pour le parti d'extrême gauche brésilien qui est au PSOL. Et lui, on n'a jamais pu, il n'a jamais laissé de faire ses critiques. Et on sait très bien qu'il que soit le candidat élu au Brésil, Guilherme Boulos va être dans l'opposition, il va faire ses critiques. Mais en ce moment, sa posture, il faut lui rendre hommage. Elle est exemplaire parce qu'il est là pour la démocratie. Et Carole disait aussi, la question se pose, pourquoi le PT n'a pas soutenu Ciro Gomes et la question est, si ça avait été Ciro Gomes le seul candidat le seul candidat de gauche, est-ce que ça n'aurait pas été lui qui aurait été victime de fake news comme l'a été Fernando Haddad? C'est difficile de savoir. C'est difficile de savoir, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir ce qui serait advenu dans ce cas. Bem, e a questão se Bolsonaro ele vai governar ou não. Vamos pensar, ele tem o apoio da elite econômica do país e do exterior, porque são poucos líderes políticos que estão anunciando o fascismo no Brasil. Ele possui, portanto, o apoio das elites econômicas e financeiras dentro do país. Ele possui o apoio dos neutros, porque estão ajudando, como mencionei. Ele possui o apoio também do Poder Judiciário, que eu não tenho expectativa nenhuma que tenha qualquer avanço no tribunal, na justiça eleitoral, de processo de anulação, mesmo com a descoberta do financiamento contra a candidatura de Haddad, financiamento privado, né? Caixa 2 contra o candidato, não é nem a favor do outro, é contra. Então, Bolsonaro tem todas as condições econômicas, empresariais, e o apoio, efetivamente, não podemos negar que o povo está votando nele, bem ou mal, enganados até certos pontos, desiludidos, com síndrome de Estocolmo, com todas as questões difíceis de leitura, votarão e mais, não fizeram tantas manifestações assim contra a reforma do trabalho, contra as reformas dos direitos sociais. Portanto, se ele vier a vencer as eleições, que é algo que é iminente, o que faremos? Vamos às ruas e questionar os resultados das urnas eletrônicas? Então, nós teremos que aguentar firme e esperar que o tempo passe, porque será um fracasso esse governo, como já mencionamos antes, economicamente vai afundar, socialmente e moralmente será muito, muito grave, muito retrocesso, muita tristeza, perseguição, violência, e com cuidados, que ninguém aqui precisa bancar o herói, eu falo para os meus filhos isso, nem para nós também, mas com muita responsabilidade democrática, dizer as coisas como tem que ser ditas e aguentar firme, porque nós viveremos um verdadeiro inferno no Brasil com a vitória do Jair Bolsonaro. Donc, si j'oublie quelque chose, Rachel complétera dans la traduction en duo qu'on est en train de faire. Donc, Carole disait que Bolsonaro, quel gouvernement lui fera? Déjà, il faut savoir qu'il a les soutiens des élites économiques et politiques, économiques internationales, le système médiatique. Donc tout ça, il les a déjà. Donc il ne faut pas oublier. Les questions, il ne faut pas non plus... Il faut comprendre le phénomène, mais une grande majorité de la population brésilienne a voté pour lui par différentes raisons. Donc elle a énuméré les raisons, je ne me souviens plus de toutes, mais c'est bien probable qu'il sera élu, qu'il sera là, mais son gouvernement est voué à l'échec. D'une part, les questions économiques, ça ne va pas tenir la route et ça va pas être possible. Il y aura vraiment une énorme crise économique à l'intérieur du pays. Socialement, c'est la deuxième crise parce qu'il y aura énormément de persécutions, énormément de violence contre tous les personnes et classes et groupes sociaux dont nous avons parlé au long de la soirée. Donc ce qu'elle dit, c'est le conseil qu'elle donne à ses enfants, il y a nous tous ici, toutes et tous, c'est il faut résister
il faut bien peser les choses, il faut être fort, résister de manière démocratique, mais il ne faut pas essayer non plus de jouer les héros, les héroïnes, parce que c'est pas comme ça qu'on va réussir à garder sur le long terme. On doit quitter la salle très rapidement. Geneviève voulait rajouter quelque chose et après on va devoir. Moi, je voulais juste dire que, en fait, ce que l'on voit en Europe, en Amérique latine et ailleurs encore, c'est en lien aussi avec la mémoire. Parce que c'est vrai qu'on constate que les jeunes générations, et puis parfois même les moins jeunes, ont oublié ce que cela veut dire une dictature, ont oublié ce que ça veut dire en Europe, tout ce que nous avons pu vivre, etc. On oublie. Une autre chose qu'on oublie, c'est qu'il y a 10 ans, le Brésil faisait partie de ce qu'on appelait les BRICS. Et que le Brésil était un modèle. Il était perçu comme un espoir au niveau justement de la justice sociale, de l'évolution des droits, de la protection des minorités. Et tout ça, ce n'était pas uniquement au Brésil, c'était au niveau international. Et que si aujourd'hui, le programme qui nous est annoncé est mis en œuvre sur cette loi qui ont commencé déjà l'année dernière venait à être adoptée, on verra une régression des droits très très importante au Brésil. On verra vraiment des reculs à de très très nombreux niveaux et probablement une augmentation de la violence. Et ce que je voulais dire surtout à nos amis brésiliens, c'est que cela aura un impact pour le Brésil, cela aura un impact pour la population brésilienne, mais cela aura un impact aussi au niveau international. Un impact comme sur la COP21, comme le disait Gérard, mais sur les instances onusiennes. Ça aura un impact sur tous les pays aujourd'hui qui aspirent à avoir le rôle que le Brésil aspirait à avoir il y a une dizaine d'années, et que si je puis me permettre, dans cette année du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, eh bien ce serait un message qui serait envoyé par rapport à l'évolution des droits. Voilà, merci beaucoup. Un grand merci à nos 3 femmes intervenantes. Pour nous, 4, non. Parce que pour nous, c'est des questions importantes d'avoir que des femmes sur cette tribune. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer le pourquoi. J'aimerais vous dire, l'association Auto-Brésil existe depuis 2003. On essaye de faire on a traversé toutes les années Lula, les années Dilma, et là on ne lâche rien, on continue. Et aujourd'hui, plus que jamais, il faut continuer ici en France. Mais ce n'est pas pour être applaudi, c'est pour vous dire que pour résister, on a besoin de vous, on a besoin de dons, on a besoin d'adhérents, on a besoin de bénévoles. Vu ce qu'on fait en France, on a de moins en moins de subventions du côté brésilien. On n'a jamais eu beaucoup, mais on avait un peu. Et du côté français, vu les problèmes qui se passent avec les associations en France, les attaques contre les associations françaises dont nous faisons partie, les financements sont de plus en plus compliqués pour tout type d'association. Donc, soutenez-nous parce que la route sera longue. Rendez-vous demain à 15h à Stalingrad pour la manifestation.